Bonjour à tous, nous sommes jeudi après-midi et nous discutons avec Larry Johnson. C'est Larry Johnson du super site sonar21.com. Il a des articles excellents, une tonne d'informations que nous devons aborder, en particulier concernant ce qui se passe aujourd'hui à Moscou. Parlons-en. Bonjour Garland Nixon, ici avec Larry Johnson, et au cas où vous ne le sauriez pas, je tiens toujours les gens informés, vous savez, de ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous, dans le monde des podcasts, vous savez, nous essayons de suivre l'actualité, et il y a certains sites web, certains endroits que je recommande, comme consortiumnews.com et d'autres sites du genre. Sonar 21 est un incontournable, c'est le site de Larry Johnson. Et si vous y allez, vous remarquerez qu'il a des auteurs invités qui publient du contenu vraiment intéressant, des contributeurs externes. Il publie aussi ses propres articles et il est vraiment à la pointe des dernières nouvelles. Et bien sûr, vous voulez vous abonner. Et n'oubliez pas, quand vous y allez, vous avez PayPal, Payout, Patreon et Buy Me a Coffee. Comme nous en discutons toujours ici, regardez les gens qui font le travail difficile dans les médias alternatifs, soyons honnêtes. Aucun d'entre nous ne fait fortune. Beaucoup d'entre nous ne gagnent rien du tout. À peine de quoi couvrir nos frais, mais nous le faisons parce que nous aimons vraiment ça et parce que nous y croyons. Et Larry doit payer pour les serveurs, les sites web et tout le reste. Donc si vous le pouvez, assurez-vous de partager, de faire un don, et si possible, partagez sonar21.com sur toutes vos plateformes sociales. Maintenant, un article intéressant. Le pari de Trump pour affaiblir les BRICS se retourne contre lui. Essaie-t-il toujours de séduire la Russie pour vaincre la Chine? Et si l'on examine cela, il y a un autre article assez important et pertinent. Regardez ceci. Le président Poutine reçoit le ministre des Affaires étrangères de l'Inde. Un second haut fonctionnaire indien est arrivé à Moscou au cours des 2 dernières semaines pour discuter avec le président russe. Avant cela, le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Modi avait visité Moscou. Donc, nous avons beaucoup de choses en cours. Je vous le dis tout de suite, Trump semble être la meilleure chose qui soit jamais arrivée aux BRICS. C'est comme s'il était le roi des BRICS, comme s'il construisait les BRICS. Ils vont peut-être lui remettre un prix à la prochaine réunion. Peut-être même le prix Nobel de la paix, parce qu'il a rapproché l'Inde et la Chine. Disons 3 milliards de personnes, mec. Ils étaient éloignés, et maintenant ils sont plus proches. Oui. Donc, vous savez, les initiatives de Trump, peu importe, alors que son objectif déclaré est de rendre l'Amérique à nouveau grande, de ramener l'industrie aux États-Unis, de créer de meilleurs emplois pour les Américains, c'est bien. Mais dans le processus et en imposant ses tarifs, il a à la fois irrité et stimulé 2 pays clés, l'Inde et le Brésil. Il y a un an, au sommet de Kazan, le sommet des BRICS, je serais sorti en disant que je voyais des moyens pour qu'une opération de renseignement dirigée contre l'Inde ou le Brésil puisse les séparer de la Russie, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cela aurait été un moyen de semer la division. Ce que les menaces de Trump, avec les tarifs et les sanctions, ont fait, c'est juste exaspérer la population. Même ceux qui s'opposent au gouvernement actuel, les opposants à Modi en Inde ou à Lula au Brésil, considèrent cela comme une ingérence extérieure. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque nous vivions en Argentine, avec une famille argentine. Nous faisions construire une maison et nous devions rester avec eux. Un matin, le couple annonce qu'il divorce et je dis « Eh bien, Anna est bête, je suis vraiment désolé d'apprendre ça, mais je peux comprendre parce qu'Anna, tu es très difficile à vivre avec. » Ils sont restés mariés encore 2 ans, juste pour me contrarier. Ils étaient tellement en colère contre moi. Cela m'a appris la leçon de l'ingérence extérieure. Peu importe à quel point vous pensez avoir raison, dès que vous vous mêlez de quelque chose, cela les rapproche. Et j'ai vu ça aussi en tant que policier lors d'appels pour violences domestiques. Un appel de ce type était le plus dangereux. Et je sais. Mon partenaire s'est fait poignarder à la main. Oui. Il y allait, et l'homme se débattait avec la femme, la frappait. Il le saisit et le repousse, et elle saute sur son dos et le poignarde à la tête avec une épingle. Il dit « Je te repousse et maintenant tu essayes de me tuer. » Oui, donc, un peu comme les États-Unis qui s'immiscent dans les affaires internes éternelles de ces pays. Plutôt que de continuer à se battre entre eux, ils se tournent vers les États-Unis et disent « D'accord,
tu ne vas pas nous diriger. Maintenant, l'Inde ne se limite pas aux BRICS, elle développe ses relations bilatérales commerciales et même militaires avec la Chine. Trump a donc uni ces pays dans une alliance plus large, ce qui complique les choses pour lui. L'autre point, c'est que dans l'équipe de Trump, ils pensent « nous avons ces tarifs, l'argent rentre et ça n'a pas causé d'inflation. Rien ne va se passer. » Non. Vous regardez, mi-septembre, début octobre, les prix des tarifs vont commencer à frapper et l'inflation va repartir dans ce pays. Je pense que nous serons confrontés à la stagflation déjà présente en Europe. Un grand nombre de pays ont un ratio dette PIB supérieur à 100%. Et les gens disent « D'accord, mais qu'est-ce que cela signifie ?» Cela signifie simplement que vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Si vous recevez un salaire de $100 par mois et que vous dépensez $125, vous vous endettez. Et c'est exactement ce que fait les États-Unis. Leur ratio dette PIB est de 125%. C'est comme si nous tournions à 125 alors que nous n'avons que 100. La Grande-Bretagne est à 100, l'Italie est à 100. La France à 110, l'Allemagne était à environ 40 et maintenant, ça se rapproche de 80. Donc, elle emprunte déjà de l'argent parce qu'elle n'a pas assez de revenus pour soutenir cela. Et ses économies à travers l'Europe stagnent. Elles croissent de 0,5 à 3%, ce qui revient essentiellement à aucune croissance. Donc, au milieu de tout ça, vous savez, le retournement de Trump avec ces pays est d'accord. Vous devez contribuer 5% de votre PIB à l'OTAN parce que nous n'allons plus financer. Et vous savez, vous devez acheter les armes chez nous pour pouvoir les revendre à l'Ukraine. Majoré de 10%. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Trump dit, nous allons vous les vendre. D'accord. Oui, maître, oui. Ô grand Seigneur et maître, nous le ferons. Je veux dire, ces gens sont pathétiques. C'est l'affichage de soumission le plus pathétique que l'on puisse voir, non? Et puis, comme pour achever l'humiliation. C'est comme, d'accord, vous vous êtes prosterné devant l'empereur et maintenant, eh bien, embrassez mes bottes. Très bien. Maintenant, je ne vous ai pas assez humilié. Laissez-moi ajouter ceci. Je vais ajouter 10%. Pourquoi? Parce que vous êtes idiot, fou, clown, et je peux faire ça pour humilier les fous et les clowns. D'accord, nous paierons les 10% supplémentaires. Mon Dieu. Oui, je veux dire, Trump avec ses Européens me rappelait Eddie Murphy dans le film Coming to America, où quand il est roi, il claque des mains. Oui, c'est en fait très préjudiciable aux agriculteurs américains. Et nous avons une autre crise qui se prépare. Écoutez ceci. Ils vont avoir la plus grande récolte de maïs jamais réalisée dans l'histoire des États-Unis cette année. Il y a tellement de maïs, ils ne savent pas quoi en faire. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs car le prix du maïs chute à cause de l'offre abondante. Et avec ce prix en baisse, soudainement, ces agriculteurs qui ont contracté des prêts doivent rembourser les prêts et les intérêts restent élevés. Donc, ils pourraient être en crise. De plus, certaines ventes qu'ils réalisaient traditionnellement vers la Chine ne se font plus parce que la Chine a dit « nous n'allons plus traiter avec les États-Unis, nous achèterons au Brésil ». Donc, les agriculteurs brésiliens se portent bien. Au milieu de tout ça, si vous appelez cela le drame politique de « y aura-t-il des pourparlers de paix entre la Russie et la Chine ou la Russie et l'Ukraine ?» et Donald Trump va-t-il s'asseoir avec Poutine et Zelensky? Il y a de vrais problèmes économiques internationaux en arrière-plan qui risquent de faire dérailler tout ça. Et vous savez, Trump va se faire, une blessure auto-infligée avec les tarifs, parce que déjà ça perturbe. Ce n'était pas seulement les tarifs. Il y avait aussi ces étudiants étrangers antisionistes qui doivent rester chez eux. La baisse des étudiants étrangers venant aux États-Unis est d'environ 30%. Cela va affecter les revenus de nombreuses universités, car les étudiants payaient plein tarif. Et par-dessus tout, ce mouvement antisioniste, ciblant ces soi-disant antisémites, a conduit à une baisse du tourisme aux États-Unis. Las Vegas souffre, Disney World à Orlando souffre, New York City a vu une baisse. Donc, je dis que c'était la loi des conséquences inattendues. Et dans le processus, je pense que ça va imposer à Trump de sérieux défis économiques à la maison
qui pourrait potentiellement compromettre ses rêves de consolider le contrôle de la Chambre et du Sénat aux midterms. Oui, vous savez, j'enseignais comme professeur adjoint. C'est un bon travail secondaire. Quand j'ai pris ma retraite de la police, c'est un bon travail secondaire pour beaucoup de gens. Si vous avez une spécialité et que vous voulez être professeur adjoint, surtout à DC et dans le Maryland, il y a des universités partout. Vous allez de classe en classe, vous pouvez arranger vos horaires. Certains doivent le faire à temps plein, mais c'est un excellent travail. Et comme vous l'avez dit, beaucoup d'étudiants étrangers sont là. Vous êtes adjoint et vous pouvez gagner de l'argent, faire un travail secondaire, à temps partiel, peu importe. Beaucoup de ce travail d'adjoint se tarit. Par exemple, un gars pour que je puisse enseigner ce cours. J'avais travaillé avec lui à Virginia Tech. Ils ont un petit campus dans le nord de la Virginie et il fallait 6 étudiants pour ce cours. Juste 6. Ils n'en ont eu que 5. Ils les ont appelés et ont dit « Désolé, le cours est annulé ». Habituellement, ils ont 25 ou 30 étudiants. Cette année fiscale, il dit « Nous n'avons pas eu 6 étudiants pour ce cours ». Oui, mais à tout le moins, maintenant, je vais dire ceci. Les Russes essayent depuis un certain temps de faciliter un rapprochement entre l'Inde et la Chine. Voici ce qu'on m'a dit par une personne indienne qui connaît bien l'Inde. Je crois que je ne vous l'ai pas déjà dit, j'espère. Elle m'a dit, écoute, l'un des problèmes que le gouvernement Modi avait, c'est qu'ils ont fait pour des raisons politiques bien sûr, beaucoup de propagande anti-Chine à l'intérieur de l'Inde. Ah, la Chine, c'est mauvais. Tu sais comment à l'intérieur de l'Inde, tu sais comment les gouvernements jouent le jeu, non? Et c'est difficile pour eux, parce qu'ils ont tellement insisté sur ça, pour ensuite revenir et dire « Nous allons être amis avec la Chine maintenant », qu'ils ont convaincu tout le monde que la Chine était le diable. Elle a dit « Mais ce que ces sanctions ont fait, c'est qu'elles ont furieusement énervé la population indienne, surtout les agriculteurs. Tellement, surtout, les agriculteurs indiens. Ils sont en colère. Les agriculteurs indiens appellent à un boycott informel de tout. N'achetez rien d'américain. Mais ils sont tellement furieux qu'ils encouragent maintenant le gouvernement. Vous devez conclure un accord avec la Chine pour qu'on puisse vendre nos produits et faire des affaires avec eux. Je veux dire, ils veulent manger. Tu comprends? Mais c'est intéressant de voir comment ça change la dynamique interne en Inde. Maintenant, la population insiste auprès du gouvernement. Vous devez conclure un accord avec la Chine. C'est énorme. Ça fait perdre des emplois aux gens. Oui, tu sais, les États-Unis ont perdu l'art de la diplomatie. Maintenant, on peut dire que Trump a peut-être essayé de relancer ça, de redémarrer ce qu'on faisait avant avec sa rencontre avec Vladimir Poutine vendredi dernier. Oui, parce qu'en décembre 2023, quand j'étais à Moscou, j'ai eu l'occasion d'une brève conversation avec le vice-ministre des Affaires étrangères, le numéro 2 du ministère, Sergei Ryabkov. Et M. Ryabkov a dit à l'époque, écoutez, nous n'avons personne avec qui parler. Il a ajouté que, même pendant les mauvais jours de la guerre froide, les Soviétiques et les Américains trouvaient toujours un moyen de communiquer. Nos ambassadeurs parlaient, le ministère des Affaires étrangères restait en contact avec le département d'État, vice-versa. Et même votre président parlait à notre Premier ministre. Le Reagan Walk, ou peu importe, il se promenait avec. Oui, que ce soit avec Gorbatchev ou Brejnev, Yuri Andropov, mais il y avait toujours des conversations. Il n'y en a plus, c'est ce qu'il disait. Mais quand Trump a passé ses premiers appels à Poutine cette année, ça a ouvert la porte. Puis il y a eu cette réunion en Alaska, avec tout le symbolisme extérieur, parce qu'on pouvait voir la chaleur entre les deux hommes, entre Trump et Poutine. C'était pas un sourire faux, il y avait une vraie connexion. Et Trump était vraiment content de voir Poutine. C'est la bonne nouvelle. Ils parlent. Ils sont sur la voie pour au moins avoir des échanges diplomatiques normaux, au lieu de menaces et d'intimidation. Tu sais, une des choses dont tu parles dans ton article sur Sonar 21 concerne un papier d'A.O.S. Mitchell, n'est-ce pas? Oui, qui est un ami, entre autres, d'Eldridge Colby. J'ai mes problèmes avec ce type. Bien sûr, il veut la guerre avec tout le monde, il veut la guerre avec la Chine.
Mais si tu peux parler de ce papier et de son importance. A.O.S. Mitchell a des diplômes académiques, il a étudié en Allemagne, parle plusieurs langues, a un diplôme, je crois, d'Oxford College. Du côté académique, il est excellent. Il a fait partie du service extérieur américain, a atteint le niveau de secrétaire adjoint pour les affaires asiatiques sous Trump, puis il a quitté le gouvernement et a créé son propre think tank. C'est un jeune gars maintenant, probablement autour de 50 ans, plus jeune que moi. Il a été chargé de rédiger ce papier par le Bureau des études stratégiques du Pentagone, qui s'occupe de la stratégie de défense. Et ce que dit Mitchell, c'est « Nous ne pouvons pas être dans une position où les États-Unis doivent combattre à la fois la Russie et la Chine, car réunies, elles sont plus grandes et plus fortes que nous. Donc il faut trouver un moyen de les affaiblir. » C'est ça la logique. Au lieu de dire « Pourquoi devons-nous penser comme ça ?» Pourquoi ne pas simplement nous entendre avec eux, dire qu'on est amis? Non, on ne peut pas faire ça. Bon Dieu, ce qu'il propose, et je vais résumer ces 5 paragraphes clés, c'est, et rappelez-vous, ce papier a été publié en août 2021, 6 ou 7 mois avant le début de l'opération militaire spéciale. En gros, il préconise d'infliger une défaite militaire à la Russie via l'Ukraine. Une fois la Russie vaincue, elle se rendra compte qu'elle doit rejoindre notre camp, faire partie de l'équipe USA, pour qu'ensuite nous puissions nous occuper de la Chine. Voilà le but. Mitchell présente la relation Russie-Chine comme si la Russie était dominée par la Chine et que la Russie allait ressentir cela et se rebeller. On doit exploiter ce sentiment pour s'occuper de la Chine. Et tout cela repose sur l'hypothèse que la Chine est un ennemi. Nous devons être prêts à combattre et vaincre la Chine, car elle est ennemie. Pourtant, regardez tous les pays qu'ils ont envahis depuis 1980. Aucun. Mais nous avons envahi d'autres pays. Si un pays devait se préparer militairement pour vaincre les États-Unis à cause de ce que nous avons fait, ce serait totalement justifié. Nous avons un très mauvais bilan. La raison pour laquelle je souligne cela et le relie à la stratégie de Trump, c'est que j'ai parlé à plusieurs personnes la semaine dernière, des individus riches et instruits. Certains sont diplômés de West Point et, à l'unanimité, ils croient tous que la Russie ne pourra jamais vraiment être un partenaire complet avec la Chine. Selon eux, il faut isoler, diviser la Chine, éloigner la Russie de la Chine, puis faire entrer la Russie dans notre camp. Je veux dire, ils sont vraiment... Et vous essayez de dire, attendez une seconde. Ce qui se passe maintenant entre la Russie et la Chine, en partie grâce à Joe Biden, en partie grâce à Donald Trump, davantage Biden que Trump, c'est qu'ils ont désormais une relation politique, diplomatique, économique et militaire sans précédent. Il n'y a aucun précédent historique pour cela dans l'histoire de ces deux nations. Et ils ont forgé des liens très étroits, au point que, vous savez, Poutine coordonne constamment avec Xi, comme il l'a fait avant le sommet en Alaska, appelant Xi et disant « Voilà ce dont nous avons parlé avec Witkoff, voilà ce que nous allons faire, voici notre position. » Parce que je pense que la Chine en particulier pourrait être inquiète. La Russie va-t-elle nous trahir? Et donc Poutine fait tous les efforts possibles, allant au-delà de ce qu'on attend normalement pour rassurer ces autres pays, et les BRICS en particulier. Je ne vais pas vous trahir. Je ne vais pas être un Judas pour le mouvement. Oui, je pense que vous avez totalement raison. Et, d'après certaines choses que j'ai lues dans la presse russe et ce que vous avez écrit ici, il me semble que c'est exactement le contraire. La Russie dit « Écoutez. » Vous savez, pendant un moment, les gens disaient que l'Inde était le maillon faible. Incertain. L'Inde ne sait pas ce qu'elle veut faire. Les États-Unis peuvent s'y glisser. Est-ce que Modi va blablabla? Et je pense que la Russie a entendu les pas de la Chine et ils observent tous. Bon, d'accord, que va-t-il se passer avec l'Inde? Et je pense que les Russes qui semblent, disons que Sergei Lavrov est un assez bon diplomate, je pense qu'ils voient parfaitement. Merci Trump. Nous sommes contents que vous les ayez frappés avec des tarifs à 50%. Maintenant, ils sont furieux. Nous pouvons les appeler et dire « Venez les gars. Vous voyez où vous en êtes avec les Américains. Vous hésitiez, ils allaient essayer de vous arnaquer. Maintenant, faisons des affaires. » Et ils vont profiter de cette fenêtre quand les Indiens sont vraiment en colère
et font face à ces tarifs de 50% pour dire « c'est le moment de passer à l'action ». Et soyons honnêtes. Du point de vue indien, ce type vient de vous mettre un coup de poing en plein visage. Il faut le reconnaître. Sur le long terme, je pense que, peut-être, avec le recul, les Russes et les Chinois avaient raison depuis le début. Je ferais mieux d'aller dans ce camp pour me renforcer parce que ces gens vont m'appauvrir. Oui? Oui, nous ne nous sommes vraiment pas fait de cadeaux. Et je pense que nous en avons parlé un peu jeudi dernier, même avec les tarifs imposés à la Suisse. La Suisse disait quoi? Parce que la Suisse est un exportateur majeur. L'un de ses principaux produits exportés vers les États-Unis, ce sont les médicaments pour le diabète. Maintenant, quelqu'un m'a fait remarquer que je crois les Pays-Bas exportent encore plus de voitures vers les États-Unis, mais le point est que les États-Unis utilisent les tarifs comme forme de sanction et frappent des nations qui se considèrent normalement comme nos amis et alliés. Et maintenant, elles sont même obligées de reconsidérer cela. Je sais que les Chinois, les Japonais et les Sud-Coréens font exactement ça. Et remarquez que, oui, hier, l'Inde a annoncé très clairement, nous continuons à acheter du pétrole russe. Et aux États-Unis, vous ne pouvez pas nous arrêter. En gros, allez-y, essayez. L'ère où les États-Unis pouvaient dicter aux autres pays ce qu'ils devaient faire et à qui ils devaient obéir est révolue. Et nous assistons à l'émergence de ce nouvel ordre mondial. Les États-Unis seront beaucoup plus faibles et beaucoup moins influents qu'on ne le pense habituellement. Donc il faut qu'on en parle. Oups. Passons à un autre excellent article de Sonar 21. Trump ne comprend toujours pas la raison fondamentale de l'opération militaire spéciale en Russie, mais il essaie maintenant. Et moi, je suis pour ça. Quand j'ai parlé du sommet en Alaska, j'ai dit, eh bien, c'était vraiment positif. J'étais content. Je ne veux pas me faire nucléariser, j'ai de la famille, de l'eau, tout ça. Je veux qu'ils aient un avenir. Donc je soutiens totalement ça. Et certaines personnes m'ont demandé pourquoi soutenez-vous Trump? Ça n'a rien à voir avec Trump. Je ne soutiens pas ou ne soutiens pas les politiciens. J'ai des politiques en lesquelles je crois. L'une d'elles est que nous devons tous survivre et ne pas être détruits par des armes nucléaires. Trump ne comprend toujours pas la raison fondamentale de l'OMF russe, mais il essaie. Oui. Donc nous avons entendu deux thèmes. Le premier, présenter la guerre en Ukraine comme un conflit entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, et que si nous réunissons juste Poutine et Zelensky, ils pourront régler ça et il y aura la paix. C'est pas le problème, c'est pas ce qui a causé cette guerre. Le deuxième thème, c'est l'argument stupide selon lequel il s'agirait d'un différend territorial, que la Russie veut ces terres. Et l'argument stupide constamment avancé par les experts, Jack Keane parmi les plus importants, c'est « Regardez, la Russie combat depuis 3 ans et demi et n'a pris que 19% de l'Ukraine. Donc elle n'avance pas. Elle échoue. » C'est comme... D'accord, pause. Il ne s'agit pas de saisir des terres. Ça n'a jamais été le but. Il s'agit d'expulser l'influence de l'OTAN de l'Ukraine et de se débarrasser de ce gouvernement néo-nazi qui occupe actuellement le palais présidentiel à Kiev. Donc la dénazification et la démilitarisation signifie éliminer l'influence de l'OTAN en Ukraine, car la Russie considère cela comme une menace existentielle. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de mettre Zelensky et Poutine ensemble pour négocier qui obtient quelle terre. Pour commencer, même l'Occident continue d'envisager, les Russes se contenteront de récupérer le Donbass, c'est-à-dire les républiques de Donetsk et Luhansk, mais abandonneront Kherson et Zaporizhzhia. Non, ils ne le feront pas. Ces deux dernières, Kherson et Zaporizhzhia, comme Donetsk et Luhansk, font désormais toutes officiellement partie de la Fédération de Russie. Vous savez, Poutine ne peut pas céder ce territoire plus que Donald Trump ne pourrait rendre l'Alaska à Poutine. Eh bien voici l'Alaska, prenez-le. Ou Hawaï. Je dirais que la Crimée c'est un peu comme Hawaï. Rendez la Crimée. Eh bien, vous rendez Hawaï. C'est là que se trouve votre grande flotte du Pacifique et tout le reste. Donc vous allez céder ça? Non, c'est trop crucial pour nous. La Crimée est encore plus critique. Exactement. C'est comme renoncer à la Virginie, là où se trouve la marine du Nord ailleurs. Oui. Donc, Trump essaie. Et c'est un peu drôle. Après le sommet, il disait «
Oui, la Russie est un grand pays, elle couvre 11 fuseaux horaires. Ou est-ce 9? Il a au moins l'idée que ce sont 9 fuseaux horaires. En réalité, c'est 11. Exact. Pour ceux qui veulent comprendre cette distance, allez dans le Maine, puis voyagez jusqu'à Hawaï. Vous traversez déjà 6 fuseaux horaires. Ajoutez-en 5 de plus. Voilà de quoi nous parlons. C'est une étendue de terre incroyable. La Russie n'a pas besoin de plus de terre. Elle ne manque pas de ressources naturelles, ce qui est historiquement une autre raison pour laquelle les pays entrent en guerre. Ils n'ont pas besoin de terre, pas besoin de ressources. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Et je dis toujours aux gens, pour comprendre un conflit, la première chose à faire, c'est regarder une carte de la zone concernée. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Si vous regardez cette carte, que voyez-vous? Vous voyez la Biélorussie. C'est là, autour de l'Estonie et de la Lettonie, qu'ils méprisent totalement, ils font la parade partout là-bas. Mais si vous regardez le ventre de la Russie, vous avez la Biélorussie, qui est très riche. La Russie l'a sécurisée, mais regardez l'Ukraine juste en dessous. On pourrait leur enfoncer un couteau dedans. Vous êtes ici, à quelques pas de Moscou. Les Russes ne vont jamais permettre ça. Cependant, si la Biélorussie est sous contrôle et l'Ukraine également, il est difficile pour les Européens d'atteindre la Russie. Les Européens doivent avancer tout droit pour essayer de les atteindre ou passer par la Finlande. Et là, c'est de l'espace ouvert. Il y a environ 6 millions de Finlandais. Si vous installez des bases ici et que vous déclarez la guerre, elles seront vaporisées en quelques minutes. Vous êtes totalement exposé. Depuis l'Europe, où tout est situé, ils ne permettront jamais de passer par l'Ukraine. Regardez la mer Noire, tout ça. Ils veulent contrôler tout ça comme ligne défensive, pas offensive. En fait, si la Russie voulait attaquer l'Europe, cela ne marcherait même pas bien, car ils n'ont pas assez de fous à éliminer maintenant. Quand on regarde ça, il est absurde pour les Russes de dire « on va attaquer l'Europe et prendre quoi que ce soit ». Premièrement, ils sont tous fauchés. Et la Russie n'est pas fauchée. Pourquoi voudrait-il s'occuper d'un tas de gens qui les mettraient en négatif financièrement? Ces pays ne paient pas leurs dettes, ils ne leur rendent pas service. Oui, en fait, leur population vieillit plus rapidement et de façon plus extrême que celle de la Russie. En Russie, le taux de remplacement des naissances doit être d'environ 2,1 enfants par famille pour maintenir la population. Dans le monde développé, y compris aux États-Unis et en Russie, le taux est similaire, entre 1,6 et 1,8. Mais la différence, c'est que la Russie a mis en place des politiques nationales pour encourager les femmes à avoir des enfants. Récompenses pour les familles avec plus d'un enfant, congés prolongés jusqu'à 3 ans, aide financière, etc. Les États-Unis ne font rien de comparable. Oui. Et comme vous l'avez justement noté, l'Europe n'a pas ce problème. Elle n'a pas besoin de ce chaos culturel dans lequel l'Europe s'est transformée. Autrefois, c'étaient des pays chrétiens solides. Aujourd'hui, il semble que les musulmans peuvent faire au XXIe siècle ce qu'ils n'ont pas réussi à faire au XIVe et XVe siècle. Eh bien, voici la différence. J'avais discuté avec une personne, un Africain, et il expliquait comment ils ont déstabilisé. Il a commencé à me parler de la Syrie. Tout a commencé quand 2 millions de Syriens sont arrivés en Europe à cause de la guerre en Syrie. Et ces pays ont été déstabilisés par l'arrivée de ces populations. L'homme m'a dit « J'ai une question. » Je réponds « Quoi ?» Il dit « Tu as remarqué qu'il n'y a pas de Noirs avec des noms russes ou chinois ?» Je réponds « Oui. » Il explique « Les Russes et les Chinois n'ont pas enlevé de Noirs et ne les ont pas emmenés chez eux. Tous ont des noms européens. »
La Russie n'a pas de problème avec les étrangers qui arrivent chez elle. Et c'est intéressant, les Russes s'entendent très bien avec les Africains. Les Africains ne vont pas massivement en Russie, ils vont en Europe, mais la Russie entretient de bonnes relations avec eux. Fascinant, non? Oui. En fait, quand j'étais à Moscou, j'ai rencontré le petit-fils de Nelson Mandela. Mais ce que j'ai remarqué avec les Russes, c'est que au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin 2024, il y avait des représentants de presque tous les pays africains. Et vous savez, ils perçoivent si on les prend vraiment au sérieux ou si on les prend de haut. Les Russes traitent tout le monde de la même manière, avec respect, et on leur parle comme s'ils étaient importants, non pas pour la forme, mais avec un réel intérêt pour leurs idées. Les gens remarquent ça. Ils ne sont pas dupes. Ils savent quand on leur fait de la poudre aux yeux, et ils savent quand c'est sincère. Et c'est ça que les Russes ont parfaitement maîtrisé. D'une certaine manière, leur âme n'a pas été marquée par l'héritage du racisme que nous avons connu dans ce pays, à la fois envers les Noirs et les Amérindiens, où la couleur de la peau était surestimée comme indicateur d'intelligence ou de capacité. Je n'ai jamais perçu ce type de préjugé en Russie. C'est comme si cette partie du cerveau n'avait jamais été développée, ce qui est une bonne chose. Beaucoup de gens ne réalisent pas ça. Quand vous voyagez dans de nombreuses régions de Russie, les gens ont un aspect très asiatique, un look indigène, asiatique. Et vous savez quoi? Ce sont des Russes. Oui. Ils diront ces gens vivent dans telle région de Sibérie et voici le groupe X ou Y, selon leur nom historique. Ils vivent dans un village où il fait moins 20 degrés tout le temps. Je ne me souviens plus du nom exact du groupe, mais ils vivent ainsi depuis des milliers d'années. Tout le monde est heureux. Mais ce sont des Russes. Ils n'ont pas besoin de se justifier ou de changer quoi que ce soit. Les Russes semblent très bien s'en sortir. Pourquoi voudraient-ils changer? Cela n'a aucun sens. Les Russes vivent leur vie, ils ont des zones où vivent des musulmans, ils font ce qu'ils veulent et sont heureux. S'il y a une guerre, ils se disent « Nous sommes des Russes fiers, nous allons défendre la mère Russie ». Tout est clair. Pourquoi voudraient-ils devenir comme la France ou l'Allemagne? Cela n'a aucun sens. Et si vous regardez les vraies racines de cette animosité envers la Russie, je crois vraiment que c'est une réaction à leur renaissance en tant que nation chrétienne orthodoxe. J'ai vu plusieurs analystes occidentaux ridiculiser Vladimir Poutine pour ce soi-disant aspect chrétien. Non, il est sincère. Et vous savez quoi? Beaucoup de catholiques ne comprennent pas les orthodoxes. Ce sont des gens coriaces. Quand ils vont à l'église, ils ne s'asseyent pas dans un banc, ni ne s'agenouillent sur un prie-dieu. Ils restent debout pendant 1 heure et demie, les vieux, les jeunes, tout le monde. C'est une tradition différente, et cela contribue à faire des Russes un peuple solide. Ils se tiennent debout en l'honneur de Dieu pendant 1 heure et demie, 2 heures, avec cérémonie et faste. Ils traduisent cette croyance religieuse en politique sociale concrète. Ils ne promeuvent pas l'avortement, encouragent les gens à avoir des enfants. Le système de santé est formidable. Vous pouvez accéder aux soins sans passer par des montagnes de procédures d'assurance. Leur industrie pharmaceutique n'est pas financiarisée au point de vendre des médicaments pour rendre les gens malades et ensuite leur vendre les traitements. C'est une forme de capitalisme pur, basée sur l'incitation économique réelle, pas sur les perversions que nous connaissons en Occident. Je me souviens pendant la Covid, les Russes ont fermé pendant 2 semaines et ont dit « Nous n'allons pas faire ça ». Les Européens exigeaient des applications sur le téléphone pour voyager et les Russes ont refusé. Non, ce serait mauvais pour votre liberté. Pourtant, la plupart des gens ont vécu normalement. Certains sont morts, d'autres non, mais ils ont fait de leur mieux. On ne dit pas que la Russie est parfaite. Mais toutes ces histoires disant que les Russes sont des ennemis, qu'ils sont mauvais et vivent dans une société totalitaire, c'est de la propagande. La Russie est un pays avec des traditions, qui aime sa patrie, respecte ses traditions et veut simplement être laissé tranquille. Et c'est pour cela que je me suis senti très bien à la rencontre en Alaska. On nous a dit que Poutine est le démon, le plus mauvais homme, qu'il tue tout le monde.
mais vous l'avez vu descendre de l'avion sur le tapis rouge, serrer la main, monter dans le Cadillac ensemble. Vous avez vu tout le faste, la cérémonie et le prestige des leaders puissants, comparé à ces clowns qui arrivent dans le bureau de Trump, complètement efféminés. C'était un contraste saisissant. Oui, je les ai appelés les proxénètes européens. Avec la prostituée Zelensky, vous savez, parce qu'ils ont tous, en fait, utilisé Zelensky pour gagner de l'argent jusqu'à présent. Maintenant, Zelensky va leur coûter un peu d'argent. Voilà, c'est le point numéro 1. Par curiosité, je suis allé vérifier, et un des avantages de toutes ces plateformes d'intelligence artificielle, c'est que vous pouvez poser une question et obtenir une réponse. Donc la question que j'ai posée était: quel était le traitement médiatique de Vladimir Poutine et de la Russie en 1999? Et ça me donne la réponse, avec référence et preuves. C'était positif. Idem pour l'an 2000, idem pour l'an 2001, idem pour l'an 2002, avec des articles élogieux sur Vladimir Poutine, super gars. Je crois que Barbara Walters l'a interviewé vers l'an 2001. Et quand le 11 septembre est arrivé chez nous, Poutine a été le premier à se manifester et à dire: « tout ce dont vous avez besoin de notre part, nous vous aiderons. Vous pouvez passer par notre territoire pour revenir en Afghanistan. » Il a été aussi coopératif que possible. Puis la presse a changé de ton. Le récit a basculé. Poutine est devenu le méchant en 2003. Vous savez pourquoi? Il y avait une guerre que nous poussions en 2000? Oui, exactement. Il a refusé de soutenir la guerre des États-Unis en Irak. Il a essayé de la bloquer à l'ONU. Il s'y est opposé. Et soudain, nous avons dit: « Ah, très bien, on va te montrer. » Et nous avons lancé ce flot de propagande. Les Britanniques ont mené plusieurs opérations au Royaume-Uni, toujours présentées comme des tentatives d'assassinat par la Russie. Mais toutes les preuves montrent que c'était surtout des opérations des services secrets britanniques visant à accuser la Russie, à la peindre en méchant, alors qu'en réalité, la Russie n'était qu'un pion utilisé pour créer un récit. Et à partir de là, comme tu l'as dit, combien de fois a-t-on entendu dire « Poutine est mauvais ». Si l'on demande exactement ce qu'il a fait, on pourrait dire: on peut identifier 12 personnes mortes sur ordre de Poutine. Sauf qu'on n'a aucune preuve qu'il ait réellement donné ces ordres. Mais bon, partons de là. 12 personnes. Et combien sont attribuées à Bill et Hillary Clinton? Le dernier chiffre que j'ai vu était bien plus de 40. Et pourtant, on les laisse se promener dans les rues. Il faudrait les mettre en prison. Certains disent même de les enfermer. Oui, même le type qui s'est tiré 3 fois dans l'arrière de la tête, ou l'autre qui a laissé Epstein entrer. Oui, il avait tellement de remords. Tout ce qu'on a servi au peuple américain, c'est un sac de mensonges sur Vladimir Poutine. Mon préféré, c'est « Ah, il était du KGB ». Oui, et je connais beaucoup de gens de la CIA qui, certains nettoyaient juste des toilettes. Et George H.W. Bush, ancien chef de la CIA. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Juste parce que tu as rejoint la CIA ou le KGB, ça ne veut pas dire que tu as atteint un niveau de violence, de malveillance ou de ruse qui te rendrait la personne la plus manipulatrice et la plus intelligente du monde. Exact. Un de mes collègues de l'agence se plaignait beaucoup de la qualité de certaines personnes là-bas. Il disait: quand tu rejoins la CIA, tu dois passer tous ces tests et entretiens. Je pense qu'on aurait trouvé de meilleures personnes si on avait juste fait tourner un bus dans le nord de la Virginie, le Maryland et le district de Columbia, et qu'on arrêtait les gens au hasard dans la rue. Pas avec une arme, juste. D'accord, vous êtes choisis, montez dans le bus. Il disait qu'on aurait trouvé des gens bien plus talentueux que ce qu'on avait. Parce qu'il y avait beaucoup de népotisme. Par exemple, l'un des gars qui a signé la lettre prétendant que l'ordinateur portable de Hunter Biden venait de la Russie ressemblait clairement à une désinformation russe. Steve Hall. Steve était jeune. Quand j'ai rejoint l'agence, j'avais 30 ans et nous étions dans un programme de formation. Et voilà Steve, 21 ans, 9 ans de moins que moi, et son père était un haut responsable de la CIA. Les gens qui ont travaillé avec lui disaient qu'il était terrible, incompétent. Et il n'était pas le seul. Il y avait plusieurs cas comme ça. C'est ce genre de transmission héréditaire que nous critiquions en Europe.
Ils transmettaient des postes par héritage, selon le pool génétique, qui avait gagné la course des spermatozoïdes chanceux. Je veux te poser une question. On voit ça, et Marjorie Taylor Greene en parle beaucoup. Les partisans MAGA et beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas MAGA. Je connais des gens qui ont toujours voté démocrate. Ils ont voté pour Trump. Certains ne l'aimaient même pas, mais ils ont voté pour lui parce qu'ils étaient tellement mécontents des démocrates. Ils se sont dit, essayons ce type, tentons quelque chose. L'un des points principaux, ils en avaient assez de ces engagements étrangers. Et Marjorie Taylor Greene en tweet souvent, les gens ne veulent pas d'un nouveau... Ils envoient des destroyers au Venezuela. J'ai voyagé au Venezuela, j'ai parcouru le pays. Ce n'est pas un endroit où vous voulez entrer en guerre. Tout le monde est armé et tire sur vous. Ils ont distribué des dizaines de millions de AK-47 et de munitions, disant que si les Américains venaient envahir, tout le monde serait mobilisé. Et j'ai peur que Trump pense pouvoir marcher sur le Venezuela et prendre tout le pétrole. Ce serait une mauvaise décision. Monsieur va devenir furieux si ça arrive. Les cercueils vont commencer à revenir, et ils le feront. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoutez, une partie de ce que le Venezuela est devenu, d'abord avec Chavez, puis avec Maduro, était une réaction directe à ce que la CIA faisait dans ce pays depuis 50 ans. Oui. Mais plus précisément, quand j'étais à l'agence entre 1985 et 1989, je sais qu'au moins, même le président du Venezuela à l'époque, je crois que c'était un type de la CIA, était un agent de la CIA. Il était sur la paix de la CIA. Donc vous savez, nous avions acheté, payé et contrôlé ce pays. Et puis tout d'un coup, les gens ont dit « Non, nous voulons avoir notre propre contrôle ». Maintenant ont-ils pris, selon moi, de mauvaises décisions? Oui, c'est pas mes affaires. Vous savez, si vous venez vivre avec moi et voulez que je paie vos factures, alors d'accord, je vais avoir mon mot à dire. Mais sinon, si vous voulez être indépendant, soyez indépendant et laissez-nous ne pas interférer. Je suppose qu'ils font juste un autre show de force, vous savez, se montrer musclés et marcher sur la plage pour dire « Regardez-moi, je suis dur ». Mais la dernière chose que Trump veut faire, c'est déclencher une guerre avec le Venezuela, parce que je vous garantis que ça va déclencher une colère anti-US dans toute la région. Ils en ont assez du harcèlement américain, particulièrement. On le verra en Colombie, on le verra au Panama. Oui, et vous savez, vous avez voyagé là-bas? Le terrain, j'ai été à Caracas, Barquisimeto et d'autres endroits plus au sud. C'est un terrain parfait pour la guerre de guérilla.